Bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir ici à Big pour le lancement du troisième opus d'une étude concernant la relation fournisseur-donneur d'ordre avec, dans le cadre d'un partenariat extrêmement fort et ancien. On parle de durabilité, mais la durabilité, c'est aussi de faire des choses dans la durée. Hein, c'est assez basique. Et ça fait 6 ans que nous travaillons sur ce sujet ensemble, côte à côte, dans le cadre d'un véritable travail d'équipe. L'histoire a commencé en 2019, je vais être rapide. Hein. Ça a commencé en 2019, on a produit l'étude en janvier 2020. Première étude qui a créé un petit séisme, un intérêt. Hein, ce qu'on avait fait, nos travaux avaient marqué la surprise. On a remis ça en 2022. Et puis en 2025, on s'est dit, on va se reprendre une photo, donc 3 ans, comme un métronome. Donc très heureux d'être là, de partager ce sujet côte à côte. Et donc je vais laisser la parole à Hélène Valade, présidente de l'ORS. Merci beaucoup. Et alors, nous, on est ravis d'être invités au sein de ce BIG là, parce que c'est quand même le place to be en fait. Hein. C'est un événement extraordinaire et donc ça donne un écho supplémentaire à ces questions de développement durable et de RSE. Je reprends un mot que j'avais lâché. Je ne pensais pas, malheureusement, qu'il serait aussi juste que ça, mais au vœu de l'ORS en janvier dernier qu'on regarde les difficultés qu'on rencontre tous, la meilleure parade, c'est la solidarité. Et la solidarité, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire, en effet, travailler ensemble, être en collaboration. Et moi, je suis très heureuse que cette étude, en effet, qui remonte à 2019 dans sa première version du baromètre, soit le fruit d'une vraie collaboration entre 3 instances, au fond, assez différentes, que sont la BPI, PwC et l'ORS. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ORS, c'est une association qui date de 2000, qui est née en l'an 2000, qui a donc 25 ans et qui rassemble les directeurs du développement durable et les directeurs de la RSE et dont, au fond, le purpose, enfin la raison d'être, est d'accompagner les entreprises dans leur transformation durable. Et ce thème de la relation avec les fournisseurs, elle est centrale dans la mise en œuvre de la transition, aussi bien d'ailleurs pour les entreprises que pour leurs parties prenantes, que sont les fournisseurs et les sous-traitants. Et donc c'est au nom de cela que nous avions lancé, juste après d'ailleurs la loi sur le devoir de vigilance de 2017, hein, on voulait enregistrer dans ce baromètre de 2019 s'il y avait des conséquences, et notamment la prise en compte de la RSE dans la relation avec les fournisseurs, et les résultats avaient été d'ores et déjà à cette époque assez encourageants. Hein, on voyait que se profilait une intégration de la RSE dans la relation fournisseur. Ça a été confirmé par celui d'après, donc comme tu viens de dire, 2022, en plein, enfin juste après la Covid. Et donc là aussi, on avait un contexte un peu différent, mais même type de résultat. Cette prise en compte confortée de la RSE dans la relation fournisseur. Et puis cette année, en pleine, j'ai envie de dire, crise économique, crise géopolitique, sur laquelle Sylvain reviendra, on a tenté cette nouvelle piqûre, au fond, du ressenti et des modalités de cette relation. On avait un peu peur des résultats parce qu'avec tout ce qu'on entend sur les retours en arrière, le backlash ESG, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va sortir de cette étude? Vous verrez, on ne va pas dévoiler les résultats aujourd'hui, on les dévoilera le 15 octobre. Enfin, de ce point de vue-là, il n'y a pas de crainte à avoir. Les entreprises sont toujours aussi demandeuses d'informations sur la RSE auprès de leur chaîne d'approvisionnement, en fait. Et ça, tant mieux, c'est un signe que malgré tout, les entreprises demeurent bien ancrées dans cette transition environnementale. Ça fait d'ailleurs, ça permet de démentir un certain nombre de propos un peu catastrophiques. Hein. Les entreprises tiennent la route du développement durable, même si elles en parlent moins. Donc on est très content d'avoir renouvelé cette expérience avec mes deux compères. On a introduit des nouveautés cette année, bien sûr. On a pérenniser l'essentiel, c'est-à-dire donner la parole aux fournisseurs. 300
fournisseurs ont été interrogés. Et en parallèle de cela, on a cette année innové en interrogeant de manière qualitative un certain nombre d'experts de ces questions, à la fois des ONG, entreprises, EDH, Entreprises pour les droits humains, par exemple, WWF, pour avoir une couleur un peu différente, un regard un peu différent sur cette question. Et vous verrez, c'est ça d'ailleurs qui nous a permis, et c'est la troisième innovation, de construire et de proposer à nos membres et à notre public des recommandations pour faire évoluer une relation qui, certes, a intégré la RSE, mais qui le fait encore trop au moment uniquement de l'achat. Voilà. Et après, ça a du mal, hein, je suis transparente et honnête en le disant, ça a du mal à suivre le mouvement et à vivre dans la relation avec une vraie traçabilité, une vraie supply chain. Donc voilà, c'est un des éléments importants de cette... De la livraison de cette année, qui donc nécessite en effet un certain nombre de recommandations pour aller un cran plus loin dans cette relation donneur d'ordre fournisseur. D'ailleurs, je déteste ce terme de donneur d'ordre. Je trouve ça mais épouvantable. On est beaucoup plus, me semble-t-il, dans la nécessité de construire une vraie relation partenariale entre deux partenaires. Et les fournisseurs sont des partenaires des entreprises pour faire avancer cette transition environnementale. Donc, voilà, je dis à tous mes collègues, essayons de bannir ce terme de donneur d'ordre. Et puis, dernière nouveauté de cette livraison de cette année, on a fait une petite focale sur la commande publique, puisqu'elle représente quand même 10% du PIB en France. Et donc là aussi, il y a des choses qui se nouent de nature un peu différente par rapport à cette commande publique, et on a voulu mettre le projecteur sur cet aspect des choses. Voilà, les résultats, vous en aurez une première vue grâce à nos collègues qui vont dévoiler quelques petites choses, mais la vraie restitution sera le 15 octobre. C'est bien, on a 3 micros, mais on est très économe, on n'en utilise qu'un seul. C'est un travail d'équipe, le même micro. Bon, bonjour à toutes et tous. Je pense qu'on a dit un certain nombre de choses intéressantes, mais ce que montre cette étude, d'abord, la première chose, c'est, Philippe parlait de la mise en perspective, mais si on va encore un peu plus loin qu'avant cette étude, les premiers questionnements entre les clients et les fournisseurs sur les questions de durabilité, ça remonte à plus de 20 ans maintenant, et ça a été motivé essentiellement à l'origine, soit par deux grandes raisons, soit une gestion des risques, soit de la mise en cohérence. Gestion des risques, j'ai pas envie que chez mes fournisseurs, il se passe telle ou telle pratique posant des problèmes essentiellement sur des sujets de droits humains à l'époque, mais ça peut être aussi sur des problématiques déportées environnementales. On dit bah oui, on se désindustrialise, donc on repousse la pollution ailleurs et hors de France, par exemple. Les tout premiers sujets, en tous les cas très tracés avec des approches datent du milieu des années 90, ou de mise en cohérence, c'est je prends des engagements pour moi, est-ce que je me lave les mains de ce qui se passe dans ma chaîne de valeur? Et parfois les deux étaient liés. Et puis il y a eu évidemment un certain nombre de grandes affaires, plutôt de grands scandales, qui ont donné lieu à de la réglementation. Et c'était intéressant de se poser la question aujourd'hui, de se dire à un moment, et Philippe et Hélène l'ont cité, où la réglementation semble marquer une pause. Et ce semble marquer une pause, je vais en dire un mot. C'est intéressant de savoir si dans l'exercice de la relation entre des clients et des fournisseurs, et moi aussi je préfère dire entre des partenaires, parce qu'in fine, on se tient les uns les autres là-dessus, les uns sans les autres n'avancent pas, et j'en dirai un mot aussi. Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on peut dire, oui, il y a eu un très fort driver réglementaire, le devoir de vigilance français, le devoir de vigilance européen, qui en a un petit peu pris dans la tête avec les réflexions européennes. Où on en est aujourd'hui? Est-ce que ça a calmé finalement les demandes et qu'on est revenu dans de la simple compliance ou remplir des questionnaires et faire des audits pour se rassurer? En fait, le vrai panorama est un petit peu différent. Si on creuse, bien sûr, on a toute la largeur du spectre, de la compliance à l'analyse des risques. Mais si on regarde même des pays qui sont exprimés extrêmement forts, avec une position, en tous les cas au niveau des représentants officiels, je parle des États-Unis, assez opposée à ce qu'on a pu connaître sur les questions de durabilité, la réalité est assez différente si on quitte le niveau fédéral et qu'on va dans les États. On a, par exemple, aux États-Unis, 3 catégories d'États. On a des États qui ont des lois pro-ESG, des États qui ont des lois anti-ESG et des États qui n'ont ni l'un ni l'autre. Par exemple, si vous êtes une entreprise en Californie, vous êtes soumis à des obligations de reporting en matière de durabilité. Si vous êtes au Texas, vous n'avez pas le droit, si vous êtes gestionnaire d'actifs, d'intégrer des critères ESG dans la gestion d'actifs. C'est illégal, ce qui ne manque pas de poser des problèmes à un certain nombre de gestionnaires d'actifs. Donc la réalité des États-Unis est un peu différente. Dans le même temps où Donald Trump
annonce qu'il va sortir de l'accord de Paris. Goldman Sachs lance un des plus gros fonds d'investissement sur la biodiversité. C'est un petit peu complexe. Ensuite, en Europe, on se dit, oui, mais on a dérégulé. En fait, c'est faux, on n'a pas dérégulé. On simplifie un ensemble de textes qui, il ne faut pas l'oublier, était quand même lourd, complexe et ambitieux. Quand je dis ambitieux, c'est positif. On se donne un temps de réflexion, on ne dérégule pas du tout. En fait, on se donne un peu plus de temps. Là, on en parle moins parce que toute une catégorie d'entreprises, d'abord toutes les grandes entreprises, elles sont parties dans cette réglementation, elles y sont. Les plus petites, on va voir jusqu'où elles sont concernées, puisqu'il y a des tas de débats sur les seuils, mais elles vont y rentrer. Et puis, il y a ailleurs dans le monde. Le monde ne s'arrête pas aux bornes des États-Unis et de l'Europe, d'ailleurs. Si on parle de l'Asie, on parle de la Chine, on parle des réglementations internationales en matière de durabilité, elles continuent, elles se développent beaucoup, d'ailleurs. Donc le driver réglementaire, si on le regarde qu'avec notre petit prisme français-européen, il est loin de s'arrêter. Mais ce n'est pas là le vrai sujet. Le vrai sujet, ce qu'on voit un peu poindre dans l'étude et ce qu'on appelle aussi de nos voeux, c'est que ce n'est pas la réglementation qui drive les enjeux de durabilité. Les problématiques de droits humains, de climat, de biodiversité, d'eau, quelle que soit la réglementation, elles avancent et malheureusement pas dans le bon sens. Et c'est là où, quand Hélène disait justement, ce que ça montre, c'est que les entreprises sont en action, ça montre que certes, les réglementations ont pu accélérer les choses, donnent un cadre à l'action, mais ce que l'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a des vrais sujets, en particulier dans les supply chains, qui sont des enjeux de vraie durabilité, pas au sens développement durable, au sens juste durée ou pérennité, si je peux le dire autrement. Je vous donne un ou deux exemples. Par exemple, dans l'industrie cosmétique, il y a des fragrances qui sont utiles, comme le bois de santal. Au niveau mondial, il reste 3 hectares de santal exploitables. Alors on peut s'en foutre si on n'est pas dans ce business-là, mais si vous êtes dans ce business-là, c'est vachement intéressant de savoir avec qui vous travaillez, où vous allez vous approvisionner. Si vous êtes toujours dans la bergamote, par exemple, l'essentiel de 95% de la bergamote utilisée par les parfumeurs dans le monde, elle vient d'une petite région du sud de l'Italie, en Calabre. Bon, voilà, du cuivre à cause de l'eau. J'en parlais avec Hélène juste avant. En 2035, une excellente étude d'un excellent cabinet dont la modestie m'oblige à taire le nom, la première lettre est un P, la dernière est un C, qui est sortie hier, nous dit qu'en 2035, 32% des semi-conducteurs pourront plus être produits parce qu'on n'a pas assez d'eau pour traiter le cuivre qu'on extrait. Donc, la question de la résilience, de la capacité à produire dans toute une série de domaines, le textile est dans un des domaines essentiels pour l'humain qui est l'alimentation, devient un vrai sujet. Et donc, quand vous êtes un industriel, vous avez une chaîne de valeur et vous posez des questions. Où est-ce que je me source? Combien de temps je peux me sourcer? Est-ce qu'il y a des alternatives à ça? Et donc le rapport que vous avez à vos fournisseurs n'est plus de me fournir dans les délais à un prix donné la quantité et à une qualité donnée la quantité attendue. C'est de me dire mais comment, en travaillant ensemble, je peux identifier les forces et les faiblesses de ma chaîne de valeur, me dérisquer et éventuellement, ce qui est très intéressant, dont on parlera, innover. Ce qu'on oublie bien souvent, et ça a été montré dans des précédentes éditions de notre étude, c'est que la relation client-fournisseur est aussi une source d'innovation assez forte, puisque ce sont souvent des fournisseurs qui vont proposer des solutions, parce que si c'est votre fournisseur de bois de santal, pour y revenir, il le sait bien qu'il n'y a que 3 hectares de bois de santal disponibles dans le monde et que bientôt il n'y en aura plus. Et donc il se dit, mon propre business de fournisseur est mis à mal. Je simplifie à l'extrême. Est-ce que j'ai d'autres options? Qu'est-ce que je peux proposer à mes clients? D'autres alternatives, lui proposer en même temps qu'il m'en achète, de m'aider à financer, replanter du santal. Bon, il faut 20 ans, mais je peux proposer ça, je peux trouver peut-être d'autres pistes. Et donc, je vais proposer des solutions innovantes à mon client. Et je vais évidemment être plus innovant et plus positif avec les clients avec qui j'ai la meilleure relation, la meilleure transparence et le meilleur engagement dans la durée. Le client qui m'envoie un cahier des charges avec qui je ne parle pas seulement par une plateforme achat, ce n'est pas le client avec qui je vais tout donner. Donc, pour vous dire que ce contexte, en fait, il ne faut pas s'arrêter. Ceux qui ont vraiment arrêté de parler sérieusement du sujet, à part quelques-uns, ce sont les politiques et le régulateur globalement. Mais les faits sociaux, naturels, scientifiques, eux ne sont pas arrêtés. Les entreprises, en moyenne, ne se sont pas arrêtées. Pourquoi? Parce qu'elles font face à des vrais enjeux. Et ce que va montrer cette étude, et qu'on partagera, et après je passerai la parole à Philippe avant qu'on rentre dans quelques grands détails de l'étude, ce que va montrer cette étude, c'est les entreprises ne sont pas arrêtées, et que cette relation client-fournisseur, effectivement, comme tu disais Hélène, est plus une relation de partenariat essentielle pour durer, essentielle pour innover, essentielle pour créer de la valeur. Donc c'est ça qu'il y a dans cette relation-là. Philippe? Le prolongement, toujours le même micro, on est une vraie équipe. Le prolongement est tout trouvé, parce qu'à travers ce qui vient d'être dit, et sans faux jeu de mots, parce que pas non plus qu'on m'a demandé de caser le mot absolument aujourd'hui, mais c'est quelque part la vérité, en fait, ou des vérités sur ce sujet.
Donc c'est vrai que c'est bien en relation avec le thème de Big aujourd'hui. Thème pas facile, hein, ça a été dit à plusieurs reprises. La vérité, la vérité. C'est un lieu commun, mais c'est aussi une exigence. C'est une exigence de dire, c'est une exigence de pousser les sujets. C'est une honnêteté intellectuelle, c'est une démarche, ça a été dit, scientifique. Arrêtons de repousser sans arrêt les dogmes scientifiques et les démonstrations scientifiques. C'est ce que l'on a aujourd'hui à bord. Le reste sont des conjectures. Même si la doctrine scientifique bouge à certains moments, et on se doit de l'accepter, nous on le voit bien chez certains de nos clients qui mettent en œuvre des stratégies et on leur dit 10 ans après, mais vous savez, sur tel sujet, c'est peut-être pas si bien que ça parce que vous émettez davantage que ce que vous faisiez avant, donc c'est à s'y perdre. Néanmoins, ce sujet est présent. Alors pour revenir simplement, et ça fait le lien sur ce qui a été dit, sur les précédentes études. Ce qui est intéressant aussi du point de vue BPI France, deux choses. La première, c'est que c'est une vraie vision de la texture TPE-PME. Une vraie vision de ce que pensent les dirigeants et les dirigeantes des PME et des TPE. Arrêtons de penser, tu m'en excuseras, que les entreprises françaises ne se résument qu'au CAC 40 ou au SBF 120. Les véritables entreprises françaises, je le rappelle, hein, l'INSEE, le nombre, vous le savez comme moi, ce sont les très petites et les PME. Et ce sont ces dirigeants et ces dirigeantes. D'ailleurs, promenez-vous dans BIC, vous verrez bien. Hein, et je crois qu'on le partage vraiment tous les trois de manière très claire. La deuxième chose, c'est que qui a répondu à ces questionnaires? À 80% sur les 2 premières études, ce sont des dirigeants. Ce n'est pas monsieur, madame RSE ou le responsable de la qualité, etc. Ce sont des dirigeants qui ont répondu. Les thèmes qui sont ressortis sur ces 2 premières études sont vraiment très intéressants parce que, et cela a été dit par Hélène et par toi, Sylvain, le sujet de RSE, oui, passage obligé dans cette relation entre ceux qui commandent et ceux qui doivent produire, etc., et amener des services. Donc la RSE est encore là, et extrêmement présente, sans préjuger du tout des résultats de cette 3e étude. Lieu de passage obligé, mais peut-être, comme on l'a vu sur les 2 premières, un peu trop marqué au moment de l'appel d'offres, au début. Et puis, ça se distend un peu dans le cadre de la relation, même si vous avez des process très structurés que vous connaissez, comme Ecovadis, sur des notations, etc., dans lesquels s'engagent un certain nombre d'entreprises, mais n'empêche que l'intensité, la mise au travail sur ces sujets n'est pas totalement identique du début jusqu'à la fin. Il y a un autre sujet aussi, et ce sont des sujets très chers à BPI France, parce que d'ailleurs on a des stratégies d'accompagnement qui sont importantes, c'est le terme d'accompagnement, je l'ai lâché, c'est qu'est-ce que l'on fait pour ces entrepreneurs pour les aider à progresser, pour les aider à mettre en œuvre, alors, des outils, des techniques, mais aussi un peu de vision. C'est-à-dire dans quoi, pourquoi derrière c'est essentiel, parce qu'il y a un effet immédiat, et je sais qu'on le partage aussi. Aujourd'hui, toutes les entreprises de France ont 2 problèmes. Elles ont du mal à garder leurs salariés et elles ont du mal à recruter des talents. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'elles ont du mal? Entre autres, il y a différentes raisons. D'ailleurs, je renvoie à une belle étude de P, dernière lettre C, de 2022, hein, cher Sylvain, que tu as eu côté amical de me faire partager un jour. Eh ben, il faut du sens, il faut de la valorisation des individus en dehors des rémunérations, etc. Donc il faut que les entreprises se mettent au travail et fassent des choses cohérentes. Cohérentes avec le discours qui est projeté. Donc ça, c'est aussi un vice de forme, quand on dit à la fois, et vous le voyez très bien, des entreprises qui, dans les discours, annonce un certain nombre de choses, voire sur les sites, et ensuite, dans la pratique, les salariés se disent « mais moi, je ne m'y reconnais pas dans mon entreprise. Ça ne colle pas du tout, cette affaire ». D'où les départs, les big quit, hein, en bon français, les plus de 500 000 collaborateurs qui ont quitté leur entreprise. Donc tout ceci, ce sont des messages extrêmement forts. Il y a le message aussi, je ne vais pas revenir sur l'étude, mais on verra ce que ça donne sur la nouvelle, sur les sujets d'exemplarité. C'est-à-dire, on me demande de faire des choses, moi, entreprise, TPE, PME. Est-ce que finalement, l'entreprise qui me demande de faire des choses, elle-même est à la hauteur? Est-ce qu'elle est cohérente dans ses actions, etc. Donc, il y a des questions d'alignement qui sont très importantes. Alors, tous ces sujets sont, et c'est rassurant, et on le voit bien dans des périodes d'hésitation réglementaire, sur lesquelles on travaille beaucoup, tous les 3 d'ailleurs, on est vraiment très concernés.
Et nous, on le voit à travers toute la texture des TPE-PME qui, de manière indirecte, et nous, on nous pose la question tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pose le crayon ou pas? C'est vraiment la question que l'on nous pose. Nous, notre réponse est très claire, c'est non, on ne pose pas le crayon. Tout ce que vous avez fait, faites pas du vol stationnaire, mais allez de l'avant, parce qu'à la fois pour vos collaborateurs, pour les personnes qui travaillent et pour vos écosystèmes, c'est fondamental. Donc ça, c'est rassurant. Ce sujet est là, il est très présent, malgré ces périodes, vous l'avez rappelé, de turbulence. Ça, c'est essentiel. Et puis, il y a l'effet de traction. L'effet de traction, et je terminerai par ça, par un super boulot qui est réalisé, malheureusement pas par l'un de nous trois, mais par la médiation des entreprises, avec le label et la charte RFAR, Relations fournisseurs, achats responsables. Alors, je ne fais pas de la pub pour nos camarades de Bercy et la médiation, mais il y a un vrai boulot qui est fait sur la chaîne d'approvisionnement, sur les pratiques dans ce domaine. Et il y a 3000 entreprises qui sont signataires, et moi j'ai eu l'occasion d'assister à un certain nombre de leurs réunions dans des grands amphis en face. Beaucoup de fierté de la part de ces entrepreneurs qui viennent, des équipes entières, tous secteurs d'activité confondus, 3000 signataires, il doit y avoir à peu près 131 labellisés, donc ça bouge énormément. Il y a déjà 20% de TPE-PME qui sont dans les tuyaux, il y a 10% de TI, il y a 23% d'entreprises publiques, et tout ceci représente 188 milliards en volume d'achat. 188 milliards, donc, sur lequel il y a un cadre de référence d'achat et de pratiques responsables. Donc, pas mal. On se dit finalement que ça bouge, que des entreprises s'y intéressent, etc. Donc, tout ceci contribue à faire avancer nos sujets pour lesquels on est passionné. Et nous, c'est vrai que aussi à Big, il y a beaucoup d'interventions dans... Pas que ça, naturellement, vous le savez très bien, c'est extrêmement divers. Mais en toile de fond, c'est ça aussi, parce que les hommes et les femmes dans nos entreprises ont besoin de cette dynamique, et non pas de cette responsabilité au sens vertical, mais d'avoir cette harmonie au travail et cette préoccupation. C'est-à-dire ce que l'on fait a un sens et a un impact par rapport à ce que l'on fait. Donc voilà, je vais m'arrêter là et passer la parole à vous pour la suite. Merci beaucoup. On va peut-être s'asseoir. Alors, oui, ça marche. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de parcourir les principaux résultats de cette étude qui va paraître donc, début octobre. Et donc là, c'est vraiment des éléments en avant-première, si tout va bien. Donc, comme évoqué en introduction par Hélène, on a une étude qui est, pour cette édition, organisée autour de 2 parties. On a vraiment une première partie, et c'est celle par laquelle on va commencer, qui est concentrée sur les résultats de notre fameux baromètre La parole aux fournisseurs, donc qui était une consultation quantitative qui s'est réalisée via l'administration de questionnaires. Et ensuite, on mettra en perspective dans une deuxième partie ces résultats avec les recommandations de parties prenantes qu'on a également interviewées, ce qui permet en fait d'identifier des points de convergence dans les attentes entre les fournisseurs et ces parties prenantes et de proposer des pistes de transformation opérationnelle à direction des directions achats. Donc pour commencer, juste pour vous donner quelques éléments de contexte de cette étude quantitative, on a eu donc 300 répondants environ via un questionnaire qui a été diffusé entre janvier et mai 2025. Donc on avait déjà le contexte réglementaire qu'on connaissait au niveau européen et les acteurs étaient assez concernés parce qu'ils sont essentiellement donc, français et européens. Ça concerne des acteurs de toute taille, donc TPE, PME, ETI et grandes entreprises, même si en effet les TPE, PME et ETI sont assez prépondérantes dans les réponses, ce qui peut aussi expliquer certains résultats. Donc je vous propose d'explorer un à un ces leviers. Donc le premier, c'est donc le constat qu'en effet, ces sollicitations RSE sont toujours importantes puisqu'on a une certaine stabilité dans les réponses avec 66% des répondants du panel qui observent toujours des sollicitations, parfois ou souvent sur les thématiques RSE. On a aussi un impact assez limité du contexte réglementaire, donc ça il est intéressant à noter parce que c'est le grand questionnement, puisque 70% des répondants n'ont pas observé d'augmentation des demandes des donneurs d'ordre ou des clients.
en lien avec ce renforcement, et ça s'explique à la fois par la taille des entreprises interrogées, mais aussi certainement par des effets peut-être plus mesurés, notamment de la CSRD, puisqu'on sait que les données qui concernaient la chaîne de valeur faisaient aussi l'objet d'une application progressive dans le temps, donc on n'a peut-être pas encore eu les répercussions dès ce premier exercice de reporting. Ensuite, les demandes se concentrent essentiellement sur le rang 1, sur les fournisseurs et leurs fournisseurs, donc les rangs 2 des donneurs d'ordre, ce qui pose en fait la question aussi en termes de traçabilité. Ça donne un peu une moyenne, puisque seuls 8% des répondants ont des questions sur leurs fournisseurs au-delà du rang 1. Sur le top des enjeux, on a toujours un top qui concerne les enjeux éthique et corruption, et enjeux environnementaux, qui sont historiquement des enjeux sur lesquels les entreprises sont plus structurées, même si on a aussi certains enjeux sociaux qui se développent, notamment sous l'égide de la CSRD. Ce qu'on voudrait aussi partager, c'est qu'il y a des éléments de progression qui sont quand même qualitatifs aussi, puisque via nos interviews, on a eu des acteurs, donc par exemple la Fédération des entreprises d'insertion, qui accompagne en fait toutes les entreprises sur ces questions de diversité et inclusion, qui nous a partagé justement une meilleure prise en compte qualitative et une meilleure compréhension des enjeux, tant côté client que fournisseur, ce qui permettait quand même une certaine progression. Et on a aussi eu des TPE et ETI qui nous ont partagé dans le questionnaire le sentiment quand même de mieux comprendre et mieux valoriser ces enjeux, ce qui permettait quand même parfois une meilleure prise en compte. Sur le deuxième constat, donc c'est un constat sur le fait que ces sollicitations sont quand même assez concentrées au début de la relation. Donc quand on parle de début de la relation, on parle beaucoup de la phase d'appel d'offres, puisque la moitié des fournisseurs, elles sont très importantes, et il y a aussi la moitié des fournisseurs qui souscrivent à des clauses RSE lors de la contractualisation. Donc on a vraiment cette phase de sélection des fournisseurs, puis ensuite de contractualisation, et donc ces clauses RSE, ces clauses contractuelles finalement, sont souvent des documents très standardisés, imposés de façon descendante souvent par les donneurs d'ordre. Donc on pense ici aux chartes achats responsables, aux chartes RSE, aux fameux codes de conduite ou aux chartes fournisseurs. Les sollicitations, ce qu'il faut savoir également, elles sont beaucoup moins importantes une fois cette phase de contractualisation passée, puisque en fait, on a très peu de suivi finalement dans la relation sur ces sujets RSE, et on a peu d'accompagnement des donneurs d'ordre, notamment quand ils sont beaucoup plus importants, sur l'accompagnement des fournisseurs sur ces enjeux RSE, puisque 88% des répondants ne reçoivent jamais aucun accompagnement sur ces sujets. Donc, en plus de ce constat, on a vraiment aussi un contexte, une validation par nos parties prenantes de clauses qui paraissent trop intrusives. Certains nous ont dit que, dans les fournisseurs, qu'elles ressemblaient aux exigences d'un contrat commercial, avec peu de prise en compte finalement des spécificités des entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur. Et parfois même, on a eu le retour sur un sentiment de déshumanisation, en quelque sorte, de la relation client-fournisseur, notamment quand on a justement le déploiement d'outils digitaux. Donc voilà. C'est un constat qui n'est pas forcément réjouissant, qui est un petit peu mitigé, mais on va le voir, on a aussi quand même des bonnes pratiques qui sont remontées plus tard. Donc ce constat, on va le creuser ensuite dans les leviers, mais peut-être pour le dernier point sur cette partie, le troisième point, on a un sentiment de dissonance qu'on avait déjà repéré en fait lors de la précédente édition entre les pratiques d'achat et les engagements des donneurs d'ordre versus les exigences qu'ils peuvent demander vis-à-vis de leurs fournisseurs. Donc, à titre d'exemple, on a vraiment ce côté pression sur les prix d'achat, délais de paiement, changements fréquents dans les cahiers des charges ou contrats courts, qui ont en fait des effets directs qui sont de plus en plus documentés sur la performance économique et sociale. Donc, quand on dit sociale, on parle aussi des conditions d'emploi chez les fournisseurs. Et c'est un constat qui a vraiment été confirmé justement par de nombreuses parties prenantes qu'on a interrogées. C'est vraiment en quelque sorte l'éléphant dans la pièce, puisqu'en effet, on a beaucoup de démarches achats responsables aujourd'hui qui n'interrogent pas ces pratiques. C'est pourtant quelque chose qui est documenté notamment par le label RFR dont parlait Philippe et la norme ISO 20400 destinée aux achats responsables. Et donc c'est assez important de noter que, par exemple, pour le fondateur de l'ONG Fair Wage Network qu'on a interrogé, il y a vraiment un effet important des prix d'achat, non seulement sur le rang 1, mais encore plus sur les rangs 2 et 3 en termes de performance sociale.
l'enseignement 4, et il nous en reste 2, lui, il met en lumière l'impact du contexte géopolitique qui aurait tendance à freiner le développement de pratiques d'achat responsable. Donc ici, on vous a mis quelques chiffres clés qui nous semblaient importants à commenter. Le premier, c'est que 60% des répondants constatent en fait des effets liés aux crises géopolitiques récentes, avec 28% qui remontent des effets sur les délais de paiement et 27% en matière d'ajustement des volumes de commandes. Ce qui nous semblait intéressant à souligner ici, c'est le lien justement entre ce climat d'instabilité, l'impact sur le modèle économique des fournisseurs et, j'ai envie de dire, par conséquent, sur leur performance environnementale et sociale. À ce titre, on voulait également souligner les travaux de l'Observatoire Business and Human Rights, donc on ne va pas détailler ici parce qu'on manque de temps, mais qui en fait documente les effets des pressions commerciales, donc souvent de grands groupes, que ce soit des pressions sur les prix, sur les volumes, sur les délais. Et en fait, il documente comment est-ce que ces effets sur les pressions commerciales vont avoir des répercussions sur les conditions de travail des travailleurs dans les chaînes de valeur mondialisées. Donc, très récemment, on a eu le cas de la politique douanière américaine qui a eu des conséquences immédiates sur les politiques d'achat de certaines grandes entreprises, notamment en France. Ces effets, on a pu les constater, en tout cas les fournisseurs les constatent en termes de délai de livraison, des effets de stop and go des commandes et d'autres effets, et qui ont eu des répercussions directes justement sur les conditions de travail et une forme de précarisation des travailleurs dans les chaînes d'approvisionnement. Au final, ce contexte géopolitique, ce qu'on comprend de ce questionnaire, c'est qu'il a conduit à une forme d'instabilité économique. Il a conduit indirectement à une plus forte précarisation, en tout cas de certains travailleurs dans les chaînes de valeur, notamment les chaînes les plus globalisées. Et voilà. Et donc ça, c'était un point qui était remonté. Sur le dernier enseignement, en fait, il rappelle que face justement à des pratiques d'achat responsable qui stagnent, et ça a été mentionné en introduction, les fournisseurs appellent à davantage de collaboration. Ici, en fait, on a 2 points, enfin, ce constat, il soulève 2 points qui nous semblaient importants à mentionner. Le premier, c'est un point sur le constat. C'est-à-dire, le constat, c'est seuls 20% des répondants notent que les engagements RSE sont mieux pris en compte dans le choix des fournisseurs, donc il y a un pourcentage quand même assez bas, et 66% des répondants qui considèrent que les relations clients-fournisseurs ne se sont pas améliorées. Et en fait, ce qu'il faut lire derrière ce constat, et qu'on peut voir dans les retours plus qualitatifs, c'est une forme de frustration de ces fournisseurs. C'est-à-dire que les demandes sur ces sujets sont de plus en plus fortes, avec un sentiment d'ailleurs pour les fournisseurs d'avoir plus investi en temps, en ressources pour y répondre, mais que cet investissement, au final, ne se traduit pas dans la relation, justement, qu'on évoquait, qui pourrait être une relation partenariale, et on y reviendra, entre clients et fournisseurs. Mais le deuxième point de ce constat, le deuxième point de cet enseignement, lui, il est beaucoup plus orienté solution. Et donc face à ce constat qui, comme on le disait, relève presque d'une frustration, les fournisseurs ont quand même mis en avant plusieurs bonnes pratiques, donc existantes, mais qu'ils appellent à renforcer, et qui traduisent leurs attentes en termes de transparence et de collaboration. Donc je ne vais pas m'attarder ici parce qu'on y revient dans les leviers, mais c'est vraiment des éléments sur lesquels ils vont demander, par exemple, plus de transparence, on l'a dit, en termes de personnalisation des demandes, personnalisation aux spécificités de leurs activités, au contexte, et en termes d'accompagnement opérationnel, mais là aussi, ça a été mentionné en introduction. Et ici, juste, c'est pas pour citer les études PwC, mais c'est vrai que c'est des tendances qui avaient été déjà identifiées dès 2023, notamment dans des études sur Digital Supply Chain. Ça, c'était sur la première partie sur les enseignements du questionnaire. Donc tous ces enseignements qui sont détaillés et auxquels vous aurez accès après dans l'étude, on les a synthétisés autour de ces 5 axes. En parallèle, et on le disait, c'est un peu la nouveauté de cette étude, on a voulu croiser ces enseignements avec des échanges avec des experts de façon plus qualitative. Donc on a eu plus d'une vingtaine d'échanges avec des experts. On ne va pas tous les reciter ici, mais c'est vrai qu'en termes de typologie d'acteurs, on trouvait ça intéressant de voir que l'écosystème entier s'est mobilisé. On a par exemple des associations, des ONG, on l'a dit, le WWF, mais on a aussi Fair Wage Network ou d'autres. On a en effet eu des coalitions d'entreprises comme EDH, mais on a aussi par exemple Act on Living Wage qui a participé.
On avait des acteurs spécialisés sur les enjeux juridiques des achats responsables, comme Abello IP Firm ou The Responsible Contracting Project. Et ça, on y reviendra, mais ça nous semblait important parce qu'en fait, derrière les questions, par exemple, de prix d'achat, les questions de clauses contractuelles, il y a aussi des enjeux juridiques. On a également pu échanger avec l'OCDE, avec des grandes entreprises comme H&M, LVMH, C'est qui le patron, ou des entreprises du secteur de l'énergie. On a également pu contacter des acteurs de la commande publique, comme Banque de France, des fédérations d'entreprises, mais aussi des PME, ETI, de façon plus qualitative pour essayer d'aller creuser ces enseignements. Cette double consultation, ce qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui, c'est qu'on a essayé d'identifier, on le disait, des éléments de convergence, et des éléments de convergence sur lesquels on s'est fondé pour formaliser des recommandations sous forme de levier de transformation des fonctions d'achat. C'est-à-dire qu'on s'est dit, au-delà du débat conceptuel, comment est-ce qu'on peut essayer d'amener ces acteurs, et donc c'est ce qu'on essaie de vous retranscrire, à formaliser ça en traduction opérationnelle, alors qui parfois peuvent paraître évidentes et qui parfois soulèvent peut-être des points un peu nouveaux. Donc on a identifié 9 leviers qu'on va vous présenter ici et sur lesquels on pourra revenir ensuite de façon un peu plus détaillée. Merci. Alors, le premier levier, c'est une invitation justement à identifier les impacts sociaux et environnementaux les plus significatifs pour les fournisseurs et pas uniformiser finalement les approches. On sait aujourd'hui que les demandes sont encore assez focalisées sur le climat puisque c'est le sujet sur lequel on a le plus de maturité collectivement et le plus d'outils développés au sein des directions achats notamment. Ça pose un premier problème puisque se focaliser sur le climat, ça ne dit rien de la performance environnementale globale des entreprises, puisqu'on sait que pour certaines, les enjeux par exemple de pollution ou d'utilisation des ressources naturelles sont plus importants et devraient être adressés d'abord. Certains acteurs aujourd'hui revendiquent la nécessité d'avoir des approches écosystémiques. Donc c'est par exemple le cas du WWF avec une approche vraiment multicritère qui repose quand même sur la nécessité d'avoir des outils et ressources adaptés. Et donc ça, c'est quand même un frein important, notamment quand on parle de petites et moyennes entreprises. Le deuxième sujet, c'est que le processus d'évaluation de l'impact n'est pas assez adapté aux spécificités des fournisseurs, donc notamment en fonction de la taille et des ressources disponibles. On a eu beaucoup de retours dans le questionnaire de fournisseurs qui invitaient justement à mieux prendre en compte le fait qu'ils produisaient en France, par exemple, parce que ce n'était pas du tout pris en compte dans les documents d'évaluation de la performance climatique, par exemple. Sur le plan social, on sait qu'il y a des enjeux sociaux qui sont aujourd'hui assez peu ou mal compris, puisque ça fait moins longtemps déjà qu'on travaille dessus. Et surtout, on ne fait pas vraiment le lien aujourd'hui avec les pratiques d'achat, donc les fameux pressions sur les délais de paiement, délais de paiement allongés, pression sur les prix, pression sur les délais de production, etc. Donc vraiment tout ce qui fait partie intégrante du métier d'acheteur, mais qui est pour certaines parties prenantes, donc comme on l'a dit pour les ONG qu'on a interviewées, le premier facteur d'impact sur la performance sociale des fournisseurs. Donc la conclusion vraiment sur ce levier, c'est d'identifier et de cibler en fait les impacts qui sont les plus matériels pour les fournisseurs et d'avoir une approche qui permette d'avoir des requêtes ou des demandes qui sont vraiment adaptées à leur spécificité. C'est vraiment quelque chose qu'on va développer ensuite. Et sur le volet social, vraiment, la priorité, c'est de se concentrer aussi sur les effets des pratiques d'achat. Le deuxième levier, Hélène en parlait en introduction, lui, il vise à renforcer la traçabilité. La traçabilité va devenir une forme de prérequis dans le pilotage des impacts socio-environnementaux. La traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, ici, elle désigne en fait la capacité à suivre le parcours d'un produit ou d'un matériau tout au long justement de sa chaîne logistique. Donc c'est depuis sa source avec les matières premières, j'ai envie de dire, jusqu'au consommateur final. Et donc ça va impliquer toutes les étapes de production, de transformation, de transport, de stockage, de logistique, de distribution, etc. Et en fait, ces processus de traçabilité, ils peuvent prendre différentes formes aujourd'hui. On parle à la fois, par exemple, d'outils digitaux qui proposent une sorte de passeport numérique automatisé et qui d'ailleurs peuvent permettre de répondre à des exigences de nombreuses réglementations aujourd'hui, que ce soit les réglementations sur la déforestation importée, sur les minerais de conflit, sur le travail forcé ou d'autres. Mais il existe aussi d'autres processus de traçabilité qui peuvent se fonder sur la mise en œuvre d'approches qui seraient plus qualitatives, axées par exemple sur des catégories d'achat ou sur des filières. Et ça peut se traduire, pas uniquement, mais par des processus de certification ou des co-constructions justement de filières, etc. Donc
l'enjeu de traçabilité, aujourd'hui, il s'impose comme une forme de minimum obligatoire, de prérequis réglementaires pour de nombreuses entreprises, notamment les grandes entreprises, parce que ça va être leur première obligation de moyens et de résultats, c'est d'être en capacité d'assurer justement cette traçabilité et ce niveau de transparence sur la chaîne de valeur. Le point qui nous semblait important à mentionner aussi, c'est que cette traçabilité, c'est en réalité aussi une étape nécessaire pour mieux comprendre les étapes de sa chaîne de valeur, mais surtout pour mieux comprendre et anticiper les risques liés à chaque étape de sa chaîne de valeur. Donc, ça permet d'identifier déjà quelles sont les activités les plus à risque, quels sont les fournisseurs liés à quel contexte, que ce soit un contexte, j'ai envie de dire, local, que ce soit lié à un processus de production, etc. Et entre les lignes, le point important en fait qui ressort de ce levier et qui a été mis en évidence dans les échanges, c'est qu'au-delà d'une approche de pure gestion des risques, et on le disait en introduction, il y a vraiment une volonté de meilleure compréhension de ces sujets-là et donc de l'inscrire comme un facteur de résilience qui permet également, du coup, pour l'entreprise et pour les fournisseurs, d'anticiper toutes les disruptions qui pourraient être liées à un contexte social, environnemental ou géopolitique localisé. Le troisième levier, donc c'est en lien avec ce qu'on disait un tout petit peu précédemment aussi, c'est s'assurer que les conditions ou pratiques d'achat ne fragilisent pas les pratiques environnementales et sociales des fournisseurs. Donc définir des sortes de guidelines planchers. Ça fait écho à ce que disait encore une fois le fondateur de Fair Wage Network qui recommandait d'adresser 2 éléments prioritaires si on voulait vraiment travailler sur les risques liés au travail décent dans sa chaîne de valeur ou aux travailleurs de la chaîne de valeur, si on reprend le wording CSRD par exemple. D'abord, les prix d'achat, puisqu'ils ont des conséquences vraiment directes sur les travailleurs dès le rang 1, mais encore plus sur les rangs 2 et 3, donc les fournisseurs de fournisseurs et fournisseurs de fournisseurs de fournisseurs. Et ensuite, les délais de production, puisque quand ils sont trop courts ou qu'ils changent, cela ne permet pas d'avoir une prévisibilité, une certaine stabilité pour les fournisseurs et donc d'assurer des conditions d'emploi sereines. Il y a aussi beaucoup plus d'heures supplémentaires qui sont pratiquées, à savoir que plus il y a des heures supplémentaires, souvent, moins bien elles sont rémunérées. On a aujourd'hui des acteurs et des grands groupes qui s'engagent vraiment sur ces sujets, même s'ils paraissent innovants. Donc, on a cité par exemple ACT, qui est Action Collaboration Transformation, qui est une fondation qui a beaucoup travaillé au Cambodge, et donc on en a beaucoup parlé l'année dernière, mais avec les acteurs de l'industrie textile, où ils ont réussi à mettre en place en fait des accords contraignants entre fournisseurs, marques et syndicats, notamment justement pour s'accorder sur des pratiques d'achat qui ne mettent pas en péril les conditions de travail des fournisseurs de la chaîne de valeur. Donc notamment, ils proposent toute une boîte d'outils qui permettent d'adresser justement ces enjeux, notamment en travaillant sur la définition d'un prix plancher au-delà duquel on ne peut pas ne pas porter atteinte aux droits des travailleurs de la chaîne de valeur. Il faut reconnaître quand même que s'aventurer sur ces sujets, ça nécessite une forme d'ambition partagée et qui dépasse les directions achats. Donc c'est quand même un gros sujet, puisque ça revient aussi à s'interroger sur son modèle économique et la répartition de la valeur tout au long de la chaîne de valeur. Donc sur ce sujet, on a beaucoup échangé, notamment avec C'est qui le patron, qui en fait vraiment le cœur de sa marque et de son modèle économique, puisque en fait, chaque produit qui est proposé par la marque est d'abord co-construit avec les consommateurs, mais aussi les producteurs. Donc, on est sur des produits laitiers plus en amont. Et en fait, on a vraiment un choix qui se fait en termes de prix final en fonction de chaque caractéristique. Donc, par exemple, est-ce qu'on veut des pratiques de production responsables? Est-ce qu'on veut telle ou telle quantité? Est-ce qu'on veut telle ou telle qualité du produit? Et en fonction, en fait, on joue avec ça, avec le prix final. Et en fait, le cahier des charges est vraiment défini par les consommateurs. Donc, ça peut être une façon innovante de le faire. Le quatrième levier, donc, c'est un levier qui appelle à passer du risque cascading au risk sharing. Donc, c'est un changement vraiment de paradigme fort auquel les parties prenantes appellent et qui touche vraiment à ce levier contractuel. Donc ça peut paraître assez innovant parce que quand on parle de juridique, etc., on a du mal à voir le lien avec l'innovation. Et pourtant, on a vraiment beaucoup échangé avec justement des avocats, donc Maxime Petrucci par exemple, ou Sarah Dadouche qui travaille avec ses équipes depuis longtemps au sein de l'initiative internationale Responsible Contracting Project, sur comment faire de ce contrat un levier de collaboration et de transformation, puisqu'aujourd'hui, ce contrat il est surtout utilisé pour mettre en place des clauses contractuelles protégeant la responsabilité juridique des clients. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que ces clauses sont en réalité assez peu efficaces, puisque trop larges,
imposées de façon descendante avec des demandes qui sont justement très peu adaptées aux spécificités des fournisseurs. Donc par exemple mettre en place une politique droits humains sans que ce soit vraiment incarné. Donc en fait on a vraiment un échec sur les deux objectifs qui sont protéger justement le donneur d'ordre des risques juridiques et financiers, voire réputationnels, mais aussi un échec de ces clauses en termes d'impact puisque les demandes ne sont pas du tout adaptées généralement. Pourtant, en fait, ces acteurs, ils considèrent que le contrat et cet outil contractuel, il peut vraiment être la base d'un échange très innovant, justement pour permettre à chacun de poser un constat commun sur qu'est-ce qui serait des pratiques d'achat et de production bénéfiques à chacun. Donc, en fait, ils appellent vraiment à acter d'une forme de co-responsabilité dans la matérialisation des risques, notamment en cas d'allégation chez un fournisseur. Ils appellent vraiment à utiliser ce contrat comme une base de dialogue pour identifier les co-bénéfices en fait, d'approches mutuelles sur ces enjeux RSE, sans se limiter à une lecture qui serait uniquement juridique du contrat. Voilà. Le 5e levier, il veut inviter les entreprises à s'inscrire dans une perspective d'amélioration continue et donc à se concentrer en priorité sur ce qu'on va considérer comme les risques les plus graves. Le fondement de ce levier, c'est d'accepter que le risque zéro n'existe pas dans les approches d'achat responsable. Donc aucun acteur, j'ai envie de dire toute taille confondue, tout secteur, ne peut prétendre à l'absence ou à la maîtrise de risque total sur les sujets environnementaux ou sociaux dans sa chaîne d'approvisionnement. Et ça, c'est d'autant plus vrai qu'on est dans des contextes de chaînes de valeur complexes ou des chaînes de valeur mondialisées. Ça a l'air évident, mais en fait, c'est vraiment ce point-là qu'il faut réussir à désactiver parce que on ne peut pas être sur tous les sujets. D'ailleurs, les principaux référentiels internationaux, que ce soit les principes directeurs des Nations Unies ou de l'OCDE, ont eux-mêmes inscrit, j'ai envie de dire, au cœur de leurs recommandations, cette dimension itérative dans les démarches de gestion des risques. C'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes inscrit, et ça se traduit par exemple sur la prise de position récente sur ce qu'ils ont rappelé au niveau des clauses de désengagement ou de rupture contractuelle, qui est de dire en cas d'incident avéré, le désengagement n'est pas forcément la mesure la plus responsable. C'est-à-dire qu'on gagnera plus à essayer de travailler ensemble à une maîtrise partagée qu'à essayer de viser, entre guillemets, une protection ou une garantie de zéro risque. Donc, dans cette trajectoire commune, entre guillemets, de maîtrise des risques, elle a du coup des conséquences et le corollaire est que les entreprises ne peuvent pas mettre en place des plans d'action sur tous les risques à court terme. Donc ça va être, on a une priorisation à reconnaître et cette priorisation, elle se fait à la fois au niveau de la cartographie des risques, mais aussi dans justement les mesures qui peuvent être mises en œuvre. Et ce qui comptera ici, pour évaluer justement cette priorisation, ça va être l'opposabilité de la méthodologie de priorisation. C'est-à-dire, est-ce qu'on est bien sur des critères de sévérité? Est-ce qu'on est bien sur des critères d'irrémédiabilité? Est-ce qu'on n'est pas uniquement à l'inverse sur des critères qui seraient liés au poids financier d'un fournisseur ou à des risques qui pourraient être que réputationnels pour l'entreprise? Donc c'est de nouveau là qu'il y a quelque chose à construire. Et c'est vrai que les experts avec qui on a pu échanger ont beaucoup insisté sur ce point. Et on avait pris une citation de justement l'Association des entreprises pour les droits de l'homme, donc EDH, qui disait qu'il faut vraiment que les entreprises arrivent à ne pas céder à la tentation de couvrir tous les risques le plus rapidement possible par des mesures qui seraient symboliques ou trop généralisées. Et il est nécessaire de s'interroger sur les mesures les plus adaptées à la taille et au contexte du fournisseur en interrogeant la faisabilité, l'efficacité réelle de la mesure demandée. Donc c'était un point qui nous semblait important à mentionner ici, même si il semble évident pour ceux, entre guillemets, qui sont au niveau de l'opérationnel. Ce 6e levier, lui, il appelle à développer des approches entre pairs pour renforcer justement la capacité de pilotage d'influence sur ces risques. Les notions de sphère d'influence ont été souvent mentionnées, alors de façon plus ou moins juste, mais souvent mentionnées pour justifier, entre guillemets, de ne pas pouvoir agir. Donc cette notion de sphère d'influence, ça va du déséquilibre dans la relation fournisseur, qui peut se traduire par des situations de monopole d'un fournisseur, qui peut se traduire par des parts de marché insuffisantes, qui pourrait aussi être, par exemple, l'absence d'alternatives, ou tout simplement, d'ailleurs, des catégories d'achat ou des matières premières très à risque, sur lesquelles on dit on n'arrive pas à travailler. Et quelque part, derrière cette notion de sphère d'influence, de ce manque de levier d'action, ce qui est constaté et ce qui est poussé en avant dans les échanges qu'on a pu avoir, c'est toutes les initiatives multi-acteurs qui, elles, vont permettre d'avoir une force de frappe amplifiée. Ça va permettre, et c'est les principaux points qui sont remontés, de mutualiser les efforts et les moyens
associées aux démarches achats responsables. Donc ça peut être des mutualisations au niveau des cartographies de risque, ça peut être des mutualisations au niveau des audits ou des résultats d'audit aussi, qui amène un deuxième point qui a été soulevé, qui est de dire que ces initiatives-là, elles permettent aussi de s'aligner sur les attendus communs envers les fournisseurs et donc de rationaliser ces demandes, puisqu'il y a aussi un constat de l'autre côté de dire qu'il y a trop de demandes. Et de façon générale, ça permet de renforcer la pression positive, entre guillemets, qu'on peut... une pression partagée pour essayer d'améliorer justement les pratiques d'achat responsable. Et bien que ces approches, aujourd'hui, on le sait, elles sont encore peu répandues parce qu'elles sont difficiles à mettre en œuvre, elles prennent du temps, des ressources, et puis ça nécessite d'instaurer ce fameux climat de confiance qu'on mentionnait en introduction. Dans les retours, elles font l'objet d'un consensus croissant quant à, j'ai envie de dire, à l'efficacité et le potentiel d'innovation. Alors, je pense qu'on va essayer d'être plus synthétique parce qu'il me semble qu'il nous reste 5 minutes. Mais on va essayer de tenir le pari. Le 7e levier, qui est très important aussi, c'est, une fois qu'on a parlé des approches entre pairs, c'est aussi penser aux approches en trilogue, on va dire, c'est-à-dire quand on associe... Voilà. Quand on associe les clients, les fournisseurs, mais aussi les premiers impactés, donc par exemple les représentants des travailleurs de la chaîne de valeur, etc. On a on a eu plusieurs exemples que vous pourrez découvrir dans l'étude qui fonctionnent assez bien, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ces approches sont souvent bilatérales, donc entre clients et fournisseurs, mais on a souvent une compréhension que partielle des impacts et des solutions, puisque souvent, on ne va pas interroger les premiers concernés. Donc là, il y a vraiment un appel commun, surtout des organisations aussi de la société civile, sur ces sujets-là pour être vraiment plus efficaces. Le levier 8, et là aussi on va passer très vite, mais vous aurez plus d'informations dans l'étude. L'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, les démarches d'achat responsable, elles sont trop centrées sur la gestion des risques, les process de vigilance. Et le principal point qui est ressorti, qui est de dire, et notamment parce qu'il y a des attentes très fortes des organisations de la société civile, mais pas uniquement, certaines entreprises aussi, et vous le verrez dans des verbatim qu'on peut préciser, ces échanges, en tout cas, étaient une invitation, entre guillemets, pour les entreprises à s'affranchir d'une posture défensive pour vraiment aller chercher des impacts positifs. Et donc là, c'est un changement aussi de paradigme par rapport à cette gestion des risques. L'idée n'étant plus de dire on va essayer de faire moins mal, de gérer ces externalités, mais au contraire d'inscrire au cœur des démarches l'idée de faire mieux et d'apporter quelque chose aux parties prenantes de l'écosystème. C'est d'ailleurs intéressant puisque c'est comme ça que la norme ISO 20400, qui est donc la norme de référence sur les achats responsables, définit les achats responsables avec cette recherche d'impact positif autant que possible tout au long du cycle de vie. Et derrière cette recherche de co-bénéfice, ce qu'on trouvait intéressant, c'est qu'en fait, ça vient porter le concept de performance globale d'une entreprise qui consiste à dire, demain, cette notion de performance, elle sera certes performance financière, et donc il faut continuer à piloter tous les enjeux financiers en lien, et on l'a précisé avec ces sujets-là, mais ça sera aussi piloté à travers justement cette création d'impact et d'impact positif sur les sujets socio-environnementaux pour les parties prenantes de l'écosystème. Et le dernier levier de transformation, qui est donc justement un levier assez transverse, qui est le besoin de redéfinir le mandat de la fonction achat pour que ça devienne vraiment des acteurs clés de la RSE. On sait qu'aujourd'hui, les impacts ils sont plus importants sur la chaîne d'approvisionnement pour la plupart des entreprises, plutôt que sur leurs opérations propres. Et donc, il y a vraiment un besoin de donner aux directions achats les outils pour agir. Donc pour ça, on nous a beaucoup parlé dans l'étude d'un besoin de démonstration financière avec le besoin d'avoir une sorte d'approche financière et monétaire des achats responsables pour démontrer qu'en fait, ça peut être vraiment des facteurs de résilience et de bénéfices financiers. Les méthodologies d'évaluation doivent encore être développées sur ce point puisqu'on a vraiment des impacts sur lesquels il est facile d'évaluer les conséquences financières. Donc si on pense par exemple aux enjeux d'efficacité énergétique, on peut facilement comparer et voir les économies qu'on réalise. Par contre, dès qu'on touche à des sujets réputationnels ou juridiques, on est vraiment sur des coûts évités. Donc, par exemple, si on a des allégations en cas de travail forcé dans la chaîne d'approvisionnement, on ne sait pas vraiment combien ça peut coûter à l'entreprise. Cependant, on voit qu'avec la CSRD, on a quand même eu un dialogue qui a été renforcé entre les différentes directions liées à la RSE et les directions financières qui ont permis de commencer à poser des jalons méthodologiques pour chiffrer ces risques financiers et ces opportunités financières liées au sujet RSE. On est encore sur un niveau assez high level puisque c'est le contexte du rapport CSRD,
Mais en tout cas, ça donne l'espoir sur la possibilité, si on facilite ce dialogue, d'avoir vraiment des méthodologies opérationnalisables pour les directions achats. De même, on voit que les directions achats s'approprient beaucoup l'outil TCO, donc Total Cost of Ownership, qui consiste à évaluer le coût d'un achat tout au long de son cycle de vie et pas juste au moment de l'achat. Et on voit que c'est un outil qui s'est vraiment aussi développé pour intégrer une vision des impacts socio-environnementaux tout au long du cycle de vie. Donc on voit une certaine convergence sur ces sujets. En plus de cette démonstration financière, les 2 derniers besoins, c'est vraiment ce besoin de faciliter le dialogue entre les différentes parties prenantes qui peuvent être inclus. Donc en fait, ça implique de former tout le monde sur la compréhension des enjeux liés au métier de chacun. Donc déjà de ses métiers, de son propre métier, donc les impacts par exemple des pratiques achats à chaque étape du process en matière de RSE. Souvent, on a un gros sujet même dans les directions achats, mais aussi de se former aux implications, par exemple, des pratiques juridiques, des pratiques RSE, enfin, la RSE aux pratiques des acheteurs, les équipes marketing et design, par exemple, produits aux impacts de leur choix sur les travailleurs ou le sourcing. On a vraiment besoin de renforcer ce dialogue et d'assurer une forme de gouvernance plus transversale pour assurer cette prise de décision, avec bien sûr un mandat aussi et des objectifs partagés au niveau des directions. Sur le mot de la fin. Vraiment le mot de la fin, vous avez compris, il y a 3 choses qui nous paraissaient importantes. C'est pas que se couvrir des risques, c'est les anticiper surtout. Donc c'est pas être seulement en attente, parler avec ses partenaires, en particulier la chaîne de valeur, pour voir où sont les zones de risque et surtout les anticiper. Je pense qu'on l'a tous dit, le mot des coalitions, de partenariat, pas de donneur d'ordre, mais des relations participatives, c'est pas qu'un vœu pieux. Et puis dépasser la posture risque, je pense que j'en ai aussi parlé, mais on voit vraiment de plus en plus des idées d'innovation qui viennent des fournisseurs. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si on doit quitter ou il y a du temps pour les questions.